Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de Elimination Chamber. Le pay-per-view avait lieu dans la nuit de dimanche à lundi, donc dimanche 8 mars. Et pour info, juste avant, on a fait un live sur Catch Club. Et j'aimerais vous remercier car vous avez été plus de 14 000 à passer durant les 2 heures de live. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Et donc c'est parti, on passe aux résultats de Elimination Chamber. Je vais passer assez rapidement sur les matchs qui ont peu d'intérêt, afin de me concentrer sur les faits marquants du show. Donc d'abord, il faut savoir que lors du pré-show, on a eu le droit à un match par équipe avec les Viking Raiders, Eric et Ivar, qui affrontaient Zack Ryder et Kurt Hawkins. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça a été un match assez rapide avec une victoire des Viking Raiders. Puis on passe à la carte principale qui a démarré avec le match entre Daniel Bryan et Drew Gulak. Et honnêtement, ce match a été une très bonne surprise, mais après c'est pas vraiment surprenant car ces deux catcheurs sont tout simplement géniaux. Ce sont de très bons catcheurs techniques, mais qui savent également être assez stiff quand il le faut. Et hier soir, ils nous ont montré exactement ça. Ils ont démarré assez lentement en fait, avec pas mal de catch assez techniques, et le but du match c'était de montrer que Drew Gulak était préparé pour Daniel Bryan. Il avait des contres à toutes les prises de Daniel Bryan, et du coup Bryan était un petit peu étonné, donc il est sorti du ring pour essayer de réfléchir et mettre un plan en place. Et là on a eu le droit à une démonstration de la part des deux catcheurs. Comme je vous l'ai dit, on a eu du catch technique, mais on a également eu des gros coups très stiffs, ce qui fait que rapidement les deux catcheurs étaient très marqués par le match, et au final au bout d'une quinzaine de minutes, Daniel Bryan a réussi à porter le Yes Lock, mais à ce moment-là Drew Gulak n'a pas voulu abandonner, donc en fait il est tombé dans les pommes, et l'arbitre a arrêté le match. Donc vainqueur Daniel Bryan par arrêt de l'arbitre. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après le match, car Daniel Bryan s'est relevé et il avait l'air un petit peu choqué par Drew Gulak. Donc Bryan a lancé un yes chant, et ensuite quand Gulak s'est relevé, il a pointé vers Drew Gulak et il a à nouveau lancé un yes chant. Donc il y avait une preuve de respect de la part de Daniel Bryan après le match. J'imagine que les personnes qui ne connaissent pas vraiment Drew Gulak ont été un petit peu étonnées par son niveau, mais pour ceux qui ont suivi son parcours avant la WWE, notamment à la Evolve, on sait tous que c'est un très grand catcheur. Moi je vous avoue que je suis très fan de Drew Gulak parce qu'il est énorme dans le ring, mais en plus si on lui donne sa chance au micro, il peut être assez drôle, assez loufoque. Donc hier soir, Daniel Bryan a parfaitement fait son travail car il a élevé Drew Gulak en un match. Et maintenant ce qui va être intéressant, c'est de voir la suite, car après le show, on a eu le droit à une interview de Daniel Bryan où il a dit qu'il se sent vraiment vivant ce soir grâce à Drew Gulak. Puis Bryan a précisé qu'il était vraiment fan de Gulak, notamment quand il avait pu commenter le Cruiserweight Classic. Et ensuite, il a dit qu'il aurait peut-être besoin de l'aide de Gulak pour justement améliorer son jeu. Car comme vous le savez depuis des semaines, Drew Gulak dit qu'il connaît les points faibles de Daniel Bryan. Donc maintenant, Daniel Bryan demande l'aide de Drew Gulak pour découvrir ses points faibles et essayer de s'améliorer. Donc j'espère qu'on va revoir Daniel Bryan et Drew Gulak ensemble lors de SmackDown et que les deux catcheurs vont continuer cette storyline. Ensuite, on passe au second match de la soirée avec Andrade accompagné par Zelina Vega contre Humberto Carrillo pour le championnat des États-Unis. Honnêtement, ça a été un bon match avec quelques interventions de Zelina Vega. Et à la fin du match, les deux catcheurs enchaînaient les tentatives de tomber, et c'est Andrade qui a réussi à effectuer le tombé sur Humberto Carrillo, mais en tirant sur le pantalon de Carrillo pour mettre plus de pression sur ses épaules. Et bien entendu, comme vous le savez, c'est interdit. Donc Andrade qui conserve son championnat des États-Unis en trichant un petit peu comme d'habitude. On passe maintenant au premier Elimination Chamber match de la soirée, et c'était le match pour les championnats par équipe de SmackDown. Forcément, concernant les Elimination Chamber, je vais pas vous décrire le match en entier, car comme je l'ai dit sur Twitter, il y a 6 équipes, il y a 12 catcheurs, donc c'est un gros bordel, mais honnêtement c'était un beau bordel. Et la première remarque que j'aimerais faire par rapport à ce match, c'est que j'ai vu pas mal de fans se plaindre par rapport au nombre de botches qu'il y a eu hier soir lors du match. Donc pour info, des botches ça veut dire des ratés. Et honnêtement j'ai l'impression que certains fans ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué en fait de faire un match de catch tout simplement. Parce qu'en fait nous chaque semaine on voit des matchs tellement propres à la WWE qu'on a l'impression que ça devient très simple. Mais sachez-le, le catch c'est hyper compliqué. Je veux dire sauter sur la troisième corde ou sauter sur la cage par exemple, c'est ultra difficile. Il y a plein de chances de glisser, de tomber, de se blesser, et c'est un miracle que habituellement les catcheurs fassent des matchs où il n'y a aucune erreur. Je veux dire sauter sur la troisième corde par exemple, comme l'a fait Kofi Kingston à un moment et il a glissé, c'est pas simple. D'habitude les catcheurs le réussissent tout le temps, mais c'est parce qu'ils s'entraînent pendant des centaines d'heures. Mais voilà, parfois ça arrive, il y a des ratés, mais honnêtement on ne peut pas leur reprocher. Donc voilà, à un moment il y a Kofi Kingston qui a fait un petit botch, mais celui qui m'a le plus fait peur, c'est quand Lince Dorado a sauté sur la cage, et à ce moment-là, en fait, il a pas réussi à se retenir. Il y a juste une de ses jambes qui est rentrée dans un des trous de la cage, et à ce
ce moment-là, il s'est retrouvé suspendu par la jambe et j'ai eu vraiment très peur qu'il se blesse à ce moment-là. Mais au final, apparemment, aucun catcheur n'a été blessé hier soir. Donc je tiens également à souligner que Otis va très bien, car pour info, à un moment durant le match, Otis est passé à travers l'une des vitres. Mais il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent lors des Elimination Chamber. Donc justement, la vitre est préparée pour céder face à l'impact. Donc sachant que Otis est un beau bébé, honnêtement, le choc a l'air violent. Mais derrière, Otis va bien, il n'y a pas de blessure et c'était totalement prévu. On a eu des bons moments avec notamment le match qui a démarré avec les Usos et le New Day. Et justement, à la fin du match, on retrouve les Usos, le New Day et les champions par équipe, Miz et Morrison. Et au final, Miz et Morrison ont réussi à éliminer le New Day, puis les Usos, pour conserver les titres par équipe de SmackDown. Donc honnêtement, ça me paraissait être le choix le plus logique, car ils viennent juste de remporter les titres par équipe, donc on n'allait pas leur enlever si rapidement. On passe ensuite au 4e match de la soirée, un match sans disqualification entre AJ Styles, accompagné par DOC, et Aleister Black. Et ce qui était intéressant avec ce match, c'est que les catcheurs n'ont pas trop utilisé les armes à l'extérieur du ring. En fait, à la base, c'était plus même un match normal, mais de temps en temps, t'avais un petit coup de chaise ou un coup de candlestick, et à un moment, Aleister Black a également fait passer AJ Styles à travers une table. Mais vers la fin du match, forcément, comme c'est un match sans disqualification, on a eu le droit à l'intervention de Luke Gallows et Karl Anderson. Et à ce moment-là, les 3 membres de DOC ont attaqué Aleister Black, ils se sont acharnés sur lui, et Gallows et Anderson ont soulevé Aleister Black pour que AJ Styles lui porte un phénoménal forearm. Donc AJ Styles va à l'extérieur du ring, mais à ce moment-là, les lumières s'éteignent. Et bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, quand les lumières se rallument, The Undertaker est dans le ring, et il est en train d'étrangler Gallows et Anderson. Donc AJ Styles est un petit peu choqué, il ne sait pas quoi faire, et au final il saute sur la 3e corde pour effectuer son phénoménal forearm, mais à ce moment-là l'Undertaker l'attrape par la gorge et il lui porte un chokeslam. Puis les lumières s'éteignent et quand elles se rallument, The Undertaker a disparu. Mais Aleister Black se relève et il porte un Black Mass à AJ Styles et il enchaîne avec le tombé pour la victoire. Donc c'était un petit peu la grosse surprise du show hier soir, car honnêtement ça manquait un petit peu de big name et de main eventer comme j'en avais parlé dans ma vidéo prono. Mais au final, voir The Undertaker, ça fait toujours plaisir aux téléspectateurs et au public. Et donc ça permet clairement de mettre en place la rivalité entre The Undertaker et AJ Styles qui vont sûrement s'affronter à WrestleMania 36. On passe ensuite au 5e match de la soirée pour les titres par équipe de Raw, avec Seth Rollins et Murphy qui essayent de récupérer les ceintures face aux champions les Street Profits. Rollins et Murphy étaient accompagnés par les AOP, mais au bout de quelques minutes, les Viking Raiders sont intervenus et ils ont commencé à se battre avec les AOP, et les 4 catcheurs sont retournés en coulisses. Donc Murphy et Rollins ont perdu leur garde du corps. Puis quelques minutes plus tard, on a eu le droit à l'entrée de Kevin Owens, qui est arrivé à travers la foule avec un gros sac de popcorn. Et Kevin Owens s'est posé près de la table des commentateurs et il voulait observer le match. Mais forcément, ça a distrait Seth Rollins. Et du coup, Rollins a reçu un énorme coup d'épaule de la part de Dawkins qui l'a projeté contre les barrières. Du coup, Murphy s'est retrouvé seul face aux Street Profits et au bout de quelques minutes, Montez Ford lui a apporté un frog splash pour la victoire. Mais après le match, Seth Rollins se relève et on peut le voir gueuler sur Murphy. Il est très énervé et il lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Mais d'un coup, Seth Rollins se retourne dans le ring et Kevin Owens est là pour lui porter un stunner. On passe ensuite au match pour le titre intercontinental avec le champion Braun Strowman qui défend son titre face à Cesaro, Shinsuke Nakamura et Sami Zayn. Et pour info, si un catcheur effectue le tombé sur Braun Strowman, il devient champion intercontinental. Donc Sami Zayn et Cesaro peuvent également remporter le titre lors du match. Et l'histoire du match, c'était qu'on avait surtout Cesaro et Nakamura face à Braun Strowman, et quand Braun Strowman était à terre, Sami Zayn rentrait dans le ring à ce moment-là pour lui mettre quelques coups. Mais clairement, le but c'est de faire passer Sami Zayn pour une poule mouillée, et il joue parfaitement son rôle, il est vraiment détestable. Ce qui fait que hier soir, quand je l'ai vu faire son entrée et une petite interview juste avant le début du match, je me suis dit ce serait pas bête de donner la ceinture à Sami Zayn. Et à la fin du match, il faut savoir que les 3 catcheurs se sont acharnés sur Braun Strowman à l'extérieur du ring, et ils l'ont notamment projeté sur le poteau de coin de ring. Puis ils sont remontés dans le ring pour lui porter un combo souplesse kick, et à ce moment-là, il se trouve que Sami Zayn était le catcheur légal, donc Sami Zayn a couvert Braun Strowman, et il a remporté le match, donc Sami Zayn est le nouveau champion intercontinental. Et là, honnêtement, c'est un petit peu comme le main event du show, ça dépend un petit peu des goûts. Certaines personnes qui apprécient beaucoup Strowman n'ont pas aimé la défaite, mais moi je vous avoue que j'aime beaucoup Strowman, mais j'adore également Sami Zayn, et pour moi Sami Zayn méritait un titre depuis longtemps. Depuis qu'il est dans le roster principal, je crois qu'il n'avait jamais eu de titre solo, donc il était temps de donner une ceinture à Sami Zayn, et honnêtement actuellement son personnage est vraiment très énervant. J'ai vu beaucoup de fans qui me demandaient pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas Sami Zayn catcher ces derniers mois. Il faut savoir que c'est un choix de la WWE, car Sami Zayn peut catcher depuis des mois, mais la fédération préférait l'utiliser en tant que manager pendant quelques mois, mais apparemment maintenant on va le revoir catcher,
et en plus il arrive à gagner le titre intercontinental avec cette espèce de personnage de poule mouillée donneur de leçons. Moi je vous avoue que je trouve que c'est vraiment très bon pour un heel. Donc félicitations à Sami Zayn et j'ai hâte de voir son run en tant que champion. Et donc on termine avec le Elimination Chamber match féminin et pour rappel la vainqueur de ce match affrontera Becky Lynch à WrestleMania 36 pour le championnat féminin de Raw. Et honnêtement concernant ce match il n'y avait pas énormément de suspense, on s'attendait tous à une victoire de Shayna Baszler, mais la question c'était de voir à quel point elle allait dominer le match. Pour ceux qui ont vu ma vidéo pronostic, moi je souhaitais voir Shayna Baszler qui domine totalement le match et j'avais évoqué l'idée de voir Baszler éliminer les 5 autres catcheuses durant le match. Et bien au final c'est ce qui s'est passé, car le match a démarré avec Natalya et Ruby Riott, puis Sarah Logan a fait son entrée et Shayna Baszler était la 4e catcheuse qui est entrée dans la cage. Et à ce moment-là, c'est parti, Shayna Baszler était en feu. Donc d'abord, elle a éliminé Sarah Logan avec son Kirafuda Clutch, puis 30 secondes plus tard, elle a éliminé Ruby Riott, encore une fois avec son Kirafuda Clutch. Puis Shayna Baszler s'est acharnée sur Natalya, et d'ailleurs il faut dire que Natalya hier soir a vraiment pris très cher durant le match, donc respect à Natalya, parce que c'était fou de voir la violence des coups qu'elle prenait par moment. Et Baszler a également éliminé Natalya par soumission. Donc pour info, Shayna Baszler a éliminé ses 3 adversaires en moins de 3 minutes. Et moi j'ai adoré. C'est ça ce que je voulais voir en fait. La WWE qui mise réellement sur Shayna Baszler et qui l'établit directement en tant que grande star féminine et une main eventeuse qui pourra être crédible face à Becky Lynch. Du coup là, pour vraiment appuyer sur la domination de Shayna Baszler, on se retrouve avec Shayna Baszler qui doit attendre l'entrée de sa prochaine adversaire. Et je sais que ça a été un petit peu long pour les fans, mais justement le but c'était de montrer à quel point le match était simple pour Shayna Baszler. Du coup elle avait carrément le temps d'attendre. Et à ce moment là on pouvait voir que Asuka n'en pouvait plus, elle n'arrêtait pas de sauter dans la cage. Et honnêtement Asuka était super divertissante hier soir. Mais avant l'entrée d'Asuka on a eu le droit à l'entrée de Liv Morgan. Et Liv Morgan s'est fait démolir par Shayna Baszler, donc elle a jeté contre la cage, contre les portes, et ensuite elle lui a porté le Kirafuda Clutch, encore une fois pour l'éliminer par soumission. Et là Baszler se positionne en face de la cage d'Asuka, et elle attend Asuka pendant quelques minutes. Et Asuka n'en pouvait plus quand elle est sortie de la cage, donc elle s'est lancée sur Shayna Baszler, et à ce moment-là je pense que certains fans s'attendaient à un match un peu plus long, mais au final, encore une fois, ça a été assez facile pour Shayna Baszler, qui a encore une fois porté son Kirafuda Clutch pour éliminer Asuka comme elle avait éliminé les 4 autres catcheuses. Donc victoire totale de Shayna Baszler en environ 21 minutes dans le main event de Elimination Chamber hier soir. Et donc j'aimerais faire ma petite analyse de ce main event. D'abord j'aimerais dire que je comprends que beaucoup de fans ont été déçus par rapport au main event, car certains fans s'attendaient à un match plus hardcore, un match plus dangereux, qui ressemble plus on va dire au Elimination Chamber habituel. Mais il faut comprendre que hier soir ce n'était pas l'objectif de ce match. Le match avec les gros bumps, avec les grosses prises de risque, c'était le match pour le titre par équipe de SmackDown. Mais le main event du show hier soir n'avait qu'un objectif, c'était de mettre Shayna Baszler en avant auprès du public de Raw et de SmackDown qui ne regardent pas forcément NXT et qui ne connaissent pas Shayna Baszler. Car là on est à 4 semaines de WrestleMania 36 et il fallait donner le maximum de crédibilité possible à Shayna Baszler avant qu'elle affronte Becky Lynch. Et honnêtement il y a plein de fans de la fédération qui ne regardent que Raw et SmackDown et qui ne regardent pas NXT, donc qui ne connaissent pas Baszler. Donc hier soir l'utilité de ce match c'était d'établir Shayna Baszler comme une menace. Ce que j'essaie tout simplement d'expliquer c'est qu'on a des goûts différents et forcément quand la WWE prend une décision, certains fans seront contents et d'autres ne seront pas contents. Mais au fond je pense malgré tout que c'était la bonne décision pour établir Shayna Baszler en tant que superstar féminine du roster principal. Donc voilà, c'est tout pour la review de Elimination Chamber, mais comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la review de Raw et pour info, Edge sera de retour ce soir pour nous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière et de l'attaque de Randy Orton sur sa femme Beth Phoenix. Ciao tout le monde!